bonjour à tous. Je suis très content de pouvoir vous présenter notre expérience sur les techniques innovantes en radiologie interventionnelle dans certains sujets qui nous occupent particulièrement actuellement et qui peuvent rendre service potentiellement à vos patients. Euh, on a, comme ça a été expliqué, on a deux parties. En fait, on va traiter trois sujets. On va traiter les embolisations en pathologie ostéo-articulaire, ce qui va vous paraître étrange parce que c'est très innovant. Et après, au sein de la pathologie pelvienne, on traite beaucoup de pathologies pelviennes. On va se concentrer sur les adénomes prostatiques et sur les embolisations des hémorroïdes. Il y a un autre sujet qui est très courant et très important, qui sont les embolisations de fibromes, dont on ne parlera pas ce soir, mais on peut toujours en discuter si ça vous intéresse à un certain moment. Donc, je voudrais d'abord vous présenter l'équipe. Donc, on est une équipe de 6 équivalents temps plein en radiologie interventionnelle, à mon adjoint, le professeur Olivier Pellerin. Ça a coupé ici, Olivier Pellerin. Après, donc, il y a le docteur Alamar, il y a moi-même, notre cadre, docteur Di Gaeta, docteur Boken et docteur Guerra. Donc ça, c'est une photo récente de notre équipe. Vous pouvez voir que on est une équipe organisée et sympathique, au moins sur la photo. Donc, je vais vous parler d'abord d'arthrose du genou. Donc là, je vous ai mis une radio du genou avec une arthrose plus ou moins développée. Vous savez qu'on les classifie en score radiologique de Kellgren. Donc, plus le Kellgren est élevé, plus la pathologie est importante, jusqu'à ici une pathologie de type Kellgren 4. Et puis, on évalue cette pathologie fonctionnelle qui est bien sûr, comme vous savez, douloureuse et enraidissante sur des échelles de douleur en particulier. Donc ça, c'est un score EVA, tout ce qu'il y a de plus classique pour vous rappeler la façon dont on évalue ces malades et on les évalue en plus par un score qui s'appelle le HOMAC. Donc tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Voilà ici une artériographie donc de face ici d'un patient qui a un problème au genou. Ici, là, c'est une artériographie chez un patient normal. Ici, c'est une artériographie chez un patient anormal qui a de l'arthrose. Donc ce que vous voyez déjà, ça, tous ces petits traits noirs là, ce sont des artères. Ici, on voit la silhouette osseuse parce que c'est une imagerie soustraite. Et quand on injecte du produit de contraste dans cette artère-là, vous voyez qu'il y a un aspect très anormal avec plein de petits vaisseaux, comme si l'image était un peu sale. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a plein de microcapillaires qui participent à la genèse de l'arthrose du genou. Donc, il y aura quelques diapos en anglais, je m'en excuse à l'avance, j'ai essayé de les limiter au maximum. Vous savez que c'est une pathologie très fréquente, que c'est une difficulté de qualité de vie très importante parce que ça entraîne de la douleur, ça entraîne une réduction de mobilité, que les patients souvent vont finalement être opérés, on en parlera, mais qu'il y a en plus aujourd'hui une incidence de cette maladie qui augmente pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un vieillissement de la population, je vous apprends rien. Les problèmes d'obésité sont en croissance et aussi il y a un accroissement très important des lésions ligamentaires et méniscales chez des patients jeunes qui font des sports plus agressifs que ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années, qui donc s'abîment le ménisque, s'abîment les ligaments collatéraux et ça favorise le développement de l'arthrose, c'est très très connu, c'est très démontré. Donc ça, c'est l'incidence. Dans tous les pays, c'est à peu près pareil, hein. Bon, ça, c'est un exemple aux États-Unis avec les pourcentages en fonction des tranches d'âge. Vous savez que les femmes sont plus atteintes que les hommes, mais il y a quand même énormément d'hommes qui souffrent de cette maladie. Euh, et si on regarde un petit peu dans cette enquête qui a été une enquête qui a été faite par l'Association française de lutte contre le rhumatisme, l'AFLA, donc une association de patients, bien, ils avaient interrogé les patients et on avait mis en évidence dans cette enquête un quotidien qui était très perturbé, avec une baisse de morale, une vie professionnelle perturbée, une dégradation de l'image de soi, de la vie de couple, de la vie sexuelle pour certains patients et une fatigue importante. Les gens se traitent de différentes méthodes. Vous les voyez en consultation, vous leur prescrivez des infiltrations, des traitements médicamenteux. L'activité physique, évidemment, est importante. La kiné joue un rôle aussi. Mais malgré tout ça, la chirurgie, les cures thermales, etc., enfin, c'est tout un éventail de choses qui sont possibles. Malgré tout cela, il y a beaucoup, beaucoup de patients qui se plaignent encore de douleurs et qui restent finalement douloureux chroniques avec des arthroses qui les gênent par poussée. Un jour, ils ont mal, pendant une semaine, ils ont mal, puis après, ils ont plus mal, etc. Ça finit par leur pourrir la vie. Donc, la perception d'efficacité des différents traitements, hein, les médicaments antalgiques, est-ce que c'est efficace? Ben voilà, 50% d'efficacité. Le thermalisme n'est pas très efficace. Les traitements non médicamenteux sont perçus comme moins efficaces aussi. Donc, tout ça pour vous dire que cette pathologie que vous connaissez parce que vous la voyez au quotidien, elle est extrêmement invalidante.
Aujourd'hui, l'arthrose n'a pas de traitement spécifique. Il n'y a pas de médicament pour traiter l'arthrose, il n'y a pas de médicament approuvé pour réduire la progression de la maladie. Euh, et la chirurgie est le seul traitement qui remplace l'articulation, mais qui ne refait pas une articulation normale. D'où le sujet qu'on va traiter ce soir, après une introduction un petit peu longue, je pense que c'est bien de reposer un petit peu les problématiques cliniques. Euh, donc, ce qui est très intéressant, et ce qu'on n'apprend pas nécessairement à l'école, c'est que l'arthrose n'est pas seulement un processus dégénératif, mais c'est aussi un changement de l'activité cellulaire, dans lequel il y a des calcifications, vous le savez, une néo-ostéogenèse, puisqu'on voit des ostéophytes sur la radio, mais aussi une néo-angiogénèse. Et l'image que je vous montrais tout à l'heure avec les vaisseaux, c'est exactement une néo-angiogénèse, donc des vaisseaux anormaux qui se développent et qui entraînent un effet de cercle vicieux entre la douleur, parce que ça va vasculariser et ça va développer des petits nerfs au contact, et ça va entraîner la douleur et ça va la pérenniser. Donc ça, c'est une diapositive qui montre un petit peu le résumé des médiateurs mis en évidence, mis en jeu. Bon, peu importe la totalité des médiateurs, par exemple le VEGF, c'est un médiateur pro-angiogénique, donc il joue un rôle important. Et donc il est connu que l'angiogénèse joue un rôle dans la douleur chronique et maintient la croissance des nerfs non myélinisés sensitifs périarticulaires. Donc tout ça est très bien connu et bien décrit. Si vous prenez des coupes d'arthrose, de cartilage normal et de lésions arthrosiques évoluées, bah, vous voyez que les tout petits serpents rouges, là, c'est des vaisseaux anormaux qui se sont développés en fonction de l'évolution de la maladie. En haut, c'est une articulation normale. Là, c'est une arthrose à un stade précoce. Et là, c'est une arthrose à un stade tardif. Donc, il y a une hypervascularisation démontrée, non seulement sur l'angiographie, comme je vous ai montré, mais démontrée également sur la pathologie, sur des modèles animaux et sur des prélèvements humains. C'est la même chose dans certaines tendinopathies. Par exemple, la dégénération du tendon d'Achille, donc les tendinites d'Achille, il y en a un certain nombre qui sont liés à une anomalie de type néovascularisation. Et donc, pourquoi est-ce que ça c'est important pour nous? Parce que nous, la néovascularisation, c'est une cible qu'on sait atteindre en allant boucher les artères. Donc, on va faire ce qu'on appelle les embolisations de ces artères. Je vais vous montrer comment. Donc, Euh, cette technique-là, elle est née au Japon il y a environ 10-15 ans. Et là, je vous ai remis juste un petit peu d'anatomie du genou. Donc là, ici, on a un genou droit de face. Vous reconnaissez les condyles fémoraux internes, donc médial et fémoraux latéral, et puis le plateau tibial. Et ici, le péroné avec la tête du péroné. Ça, c'est une face, ça, c'est un profil. On a ces artères qui sont bien décrites, au nombre de 8, qui vont prendre en charge la synoviale, le cartilage, l'articulation en elle-même, et c'est ces artères qui sont nos cibles thérapeutiques. Comment est-ce qu'on fait techniquement? Ben, on rentre dans l'artère fémorale commune sous anesthésie locale, en ambulatoire, et on va aller attraper ces petites artères les unes après les autres, et on va injecter un produit d'embolisation qui va fermer, qui va nettoyer, entre guillemets, toutes ces petites artères anormales. Donc ça, c'est une artériographie, vous voyez, avec des artères que je vous ai décrites, qu'on connaît bien, donc qui sont schématisées ici par des traits de couleur. Donc vous voyez, il y a ces différentes branches qui vont aux différents compartiments. Et en fonction du compartiment douloureux, eh ben, on est capable d'aller viser et emboliser le compartiment douloureux. Si la douleur est diffuse, on va emboliser toutes les artères. Si la douleur est très focale, arthrose interne focale, par exemple, je vous montre un exemple, on va emboliser le compartiment concerné. Donc là, c'est le schéma de la douleur. Donc, si le patient a mal dans le cercle bleu, donc compartiment interne, vous voyez, il y a 3 artères cibles. S'il a mal dans le cercle rose, ou elle a mal dans le cercle rose, et ça, on le voit à l'examen clinique, à la pression, hein, on appuie sur l'articulation comme quand on examine un genou normal, et on va savoir où prédomine la douleur, et ça va nous guider dans notre stratégie. Donc, revoilà cette image que vous avez déjà vue, et maintenant, vous comprenez mieux ce que je voulais dire quand je dis qu'il y a des vaisseaux anormaux par rapport à une artériographie normale. Donc voilà quelques exemples ici, d'autres exemples avec une corrélation sur l'IRM, je ne rentre pas dans les détails. Ça ici, on est de profil, on voit bien qu'il y a une lésion ici hypervasculaire, la pointe de la rotule est là, donc là on a la partie avant du condyle,
et la partie avant du plateau tibial, la partie antérieure, etc. Et donc, on va aller viser ces artères. Vous voyez ici, on est en profil strict. Vous voyez l'hypervascularisation très anormale de la partie inférieure de la douleur. Donc, le patient ou la patiente, là, il a mal à la pointe de la rotule. On peut aller viser cette artère et on va, entre guillemets, la nettoyer. Ça, c'est avant et c'est après. Donc, avant, vous avez ces vaisseaux anormaux hypervasculaires et après, vous avez ces vaisseaux qui ont disparu. Donc la technique, elle est ambulatoire, ponction de l'artère fémorale antérograde, on va emboliser les artères géniculaires, on va fermer l'artère avec un petit tampon en collagène, et le patient va sortir à 3 heures. Il n'y a pas d'arrêt de travail, pas de douleur, pas de convalescence. Donc c'est extrêmement léger pour le patient, il nous consacre une journée et il est très amélioré. Donc il y a plusieurs matériels d'embolisation. Nous, on a mis au point, avec une société française qui s'appelle Guerbet, un mélange de deux emboles liquides. Donc en fait, ce sont deux produits de contraste. Donc c'est un brevet Guerbet AP qui nous a permis de traiter des patients. Un petit exemple, un patient qui a 60 ans, qui a une arthrose invalidante du compartiment interne depuis 10 ans, échec des traitements conservateurs. Donc, on ne fait pas ces traitements aujourd'hui en première intention, on n'a pas suffisamment d'expérience. On fait quand il y a un échec des traitements conservateurs typiques, les antalgiques, les anti-inflammatoires, les infiltrations locales. Ce patient, il a un très fort impact sur sa qualité de vie parce qu'il est très actif. Il a une échelle de douleur avant qui est à 50 sur 100, donc c'est de la douleur importante, pas majeure. Le WOMAC, c'est un score d'évaluation standardisé de la douleur de la fonction qu'on va utiliser. Voilà ces clichés standards. Hein, donc ça, c'est des clichés que vous pouvez voir, vous pouvez demander au radiologue local. Vous allez voir tes clichés, c'est très facile. Hein, vous voyez qu'il y a un pincement de l'interligne articulaire interne des deux côtés. Donc là, on va s'intéresser au genou droit. Vous voyez ici, donc ça, c'est différentes incidences, en charge et en chousse, peu importe. Et voilà l'artériographie qui va vous montrer ces vaisseaux qu'on va aller attraper les uns après les autres. Ici, on est dans une artériole sélective avec une imagerie 3D qui vous permet de voir exactement où l'artère cible va se diriger pour que vous soyez cohérent en termes de technique. Vous allez préparer ce petit mélange qui fait une émulsion euh, eau dans l'huile et on va mélanger deux produits pour faire une espèce de liquide blanchâtre comme ça qui va bloquer le flux sanguin pendant quelques heures. Euh, voilà ici l'injection en vrai. Donc notre microcathéter est là. Vous voyez, on injecte ces petites, ça fait comme des espèces de petites billes et ça va bloquer l'artère. Ce produit-là, il est visqueux et donc il va se coller dans l'artère, entre guillemets. Il va bloquer l'artère pendant quelques heures. On sait chez l'animal qu'au bout de quelques heures, ça se débouche et l'effet est quand même maintenu. Ça, c'est une autre branche artérielle. Voilà. Donc, exemple de ce patient-là, sorti à 3 heures, à 1 mois, échelle de douleur 1, à 3 mois 0, à 9 mois 0, avec une amélioration du WOMAC. Donc, un bon succès clinique. Ça ne veut pas dire que tous les malades vont marcher aussi bien. Ça, ce sont des expériences de la littérature pour vous montrer que techniquement, bah, c'est quelque chose qui est assez bien maîtrisé, avec un succès technique initial de 97% ici, avec différentes séries. Rapidement, je vais juste vous donner quelques commentaires sur l'efficacité publiée dans la littérature. Donc ça, c'est un article. Vous voyez ici au cours du temps, donc jusqu'à 12 mois. Donc c'est une intervention qui donne des résultats prolongés. Le WOMAC, donc qui est encore une fois cette échelle qui vous permet d'évaluer les résultats de vos techniques sur la partie fonctionnelle. On parle de pathologie fonctionnelle et de symptômes du patient. Ça, ce sont différentes séries de la littérature, peu importe. Je voudrais juste vous donner nos résultats à nous, parce que c'est important que vous sachiez ce qui se passe pas loin de chez vous. Donc à Pompidou, quand on traite ces malades, eh ben, notre expérience initiale, c'était 22 patients qui ont été publiés l'année dernière dans un essai de sécurité, dans lequel on n'a pas eu de difficultés, on n'a pas eu de complications. Et je ne vais vous pas rentrer dans les détails, juste pour vous montrer que l'échelle de douleur en préopératoire en moyenne était à 74. Ça, c'est un exemple d'embolisation avec les deux artères géniculées supéro-interne et inféro et supéro-externe. Voilà l'évolution à 3 mois avec une échelle de douleur qui diminue de façon franche, un WOMAC qui s'améliore également. Et maintenant, sur notre expérience plus importante, sur 50 genoux suivis jusqu'à 18 mois, donc c'est là où on en est actuellement, on vient de soumettre le papier, bah, vous voyez que le résultat est maintenu jusqu'à 18 mois sur la douleur, sur le WOMAC et les différents domaines du WOMAC. Donc on est très satisfait du résultat. Et donc on est actuellement en train de conduire un essai randomisé euh, pour lequel on entre donc des patients qui sont en échec de traitement médical
et on va leur proposer une randomisation contre ce qu'on appelle sham, c'est-à-dire qu'on va faire un essai contre placebo. Et à 3 mois, on regarde le résultat et on en tire les conclusions nécessaires. Donc rapidement, avant de finir ce sujet, cette technique, elle est étendue à d'autres pathologies ostéo-articulaires complexes. La capsulite rétractive, c'en est une. Donc, vous le voyez probablement tous parce que c'est assez fréquent. Les patients qui ont des douleurs d'épaule, parfois post-traumatiques, parfois spontanées, souvent dans le cadre d'un diabète. En général, la moyenne, ce sont des femmes de 50 ans environ qui tout d'un coup ont des douleurs très invalidantes, qui empêchent de dormir la nuit, qui nécessitent des morphiniques forts et qui sont très, très handicapées et qui vont avoir une phase douloureuse, puis une phase rétractile dans laquelle l'épaule va être complètement enraidie, hein, donc ça s'appelle l'épaule gelée. Et bien là, on peut, en embolisant les artères autour de la capsule de l'épaule cette fois-ci, traiter ces patients et améliorer leur évolution. On a moins de données, c'est moins bien connu que le genou, mais sachez qu'on peut rendre service à certains patients sélectionnés. Et à Pompidou, on a mis en place depuis le mois de septembre une consultation dédiée d'épaules douloureuses avec les orthopédistes, les médecins fonctionnels, les gens de la douleur, euh, pour trier ces patients et adresser à l'embolisation ceux qui sont les meilleurs candidats. Donc ça, c'est une IRM, je vais passer rapidement. C'est juste pour vous montrer, là, on est sur une épaule gauche, donc vous voyez ces vaisseaux qui sont nombreux. On ne va pas détailler trop pour l'anatomie, mais juste pour vous montrer que on est avec un microcathéter dans une zone absolument pathologique ici à nouveau. On injecte notre produit et là aussi, on est capable de nettoyer les artères. Ici, vous voyez l'injection de cette émulsion en gouttelettes ici, qui donne des résultats cliniques pour l'instant satisfaisants, même si on n'a pas encore beaucoup de recul. Un autre exemple, je vais passer parce que sinon on ne va pas avoir le temps. Ça, c'est une autre artère, voilà, qu'on va emboliser avec la même technique. Donc là, ici, on est passé par l'artère radiale. Tout ça sous anesthésie locale, sans anesthésie en ambulatoire. C'est quand même important de le savoir. Ça, c'est l'évolution de cette patiente. Je vais m'arrêter là. Donc, juste ce qu'il faut retenir, c'est que il y a énormément de pathologies ostéo-articulaires, de tendinopathie post-traumatique, comme par exemple le tennis elbow qu'on traite aussi, le golf elbow, les tendinites rotuliennes, les tendinites d'Achille, les fasciites plantaires, tout ça, ce sont des patients qu'on peut potentiellement traiter. Alors aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, on n'a pas une expérience étendue, mais c'est quelques cas qu'on a pu faire et qui sont rapportés dans la littérature par d'autres acteurs. Toujours l'équipe de foot que vous connaissez maintenant. Donc, on va parler des adénomes de la prostate. Donc, les adénomes de la prostate, c'est une pathologie extrêmement fréquente, très invalidante. Je vous apprends rien. C'est une pathologie qui ne tue pas, mais qui vous prend votre vie, comme on dit, parce que vous avez des tas de symptômes qui vous empêchent de vivre, et en particulier des urgences potentiellement qui sont le symptôme le plus mal toléré. Donc, premier point, c'est une pathologie qui est en augmentation. Donc, je ne veux pas détailler les diapositives, mais ça, c'est des augmentations dans le temps. Et cette pathologie augmente. Ça entraîne une qualité de vie dégradée. Je ne vous apprends rien, donc désolé pour les diapositives en anglais. Faiblesse du jet, hésitation, intermittence, fréquent urine, sensation levée la nuit, etc., etc. On évalue les symptômes, nous, dans notre pratique, à la consultation par un score international qui s'appelle le score IPSS. Donc, vous, bien sûr, vous n'avez pas besoin de pratiquer, hein, c'est juste pour vous donner la méthode de comment est-ce que nous, on travaille. Donc, vous avez 7 questions plus une question de qualité de vie. Donc, sur ces 7 questions, si on est très gêné, on a 35. Si on n'est pas gêné, on a 0. Qualité de vie, si on est très gêné, on a 6. Si on n'est pas gêné, on a 0. Donc, ça nous permet d'évaluer de façon globale les symptômes de vidange et les symptômes de remplissage. Donc, ce qui est lié plutôt, on va dire, entre guillemets, à la vessie et ce qui est plutôt lié à l'obstacle prostatique. Donc déjà, il faut savoir que l'hyperplasie de la prostate, ça n'est pas la totalité de la pathologie. Il y a des tas de gens qui ont des grosses prostates et qui ne souffrent pas. Donc on ne va pas embêter les gens qui ont des grosses prostates. On va traiter les patients qui ont des symptômes.
Alors, l'embolisation, aujourd'hui, elle se place à ce niveau-là dans la croissance, on va dire, de l'agressivité, des traitements médicaux, des traitements chirurgicaux miné-invasifs et des traitements chirurgicaux plus agressifs comme la chirurgie ou le laser ou la prostatectomie. Euh, donc, Schématiquement, un peu comme dans les embolisations d'arthrose de genou que je discutais précédemment, on va faire en ambulatoire, on ne va pas mettre de sonde urinaire sous anesthésie locale. Le patient, il passe la journée chez nous, il retourne à ses activités normales le lendemain. On fait une ponction de l'artère fémorale et on va injecter dans les artères prostatiques un embole. Je vais passer le film. Alors, juste ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'on utilise une imagerie assez sophistiquée, 3D, pour se guider. Parce que ces artères-là, elles sont petites, c'est très délicat comme intervention, donc il faut être dans des bonnes mains et dans des centres spécialisés. Donc là, vous voyez, c'est un peu la condition du bloc opératoire de radiologie interventionnelle. On a ici une petite console tactile et puis on peut jouer sur la projection, les images. Vous voyez là, on regarde l'anatomie et on recherche quelle est la bonne artère et on va mettre notre petit cathéter dans la bonne artère. Vous voyez, on a mappé les artères ici qui nous permet d'aller directement à la bonne branche sans prendre de risque. Euh, donc on a ce type d'image. Donc ici, ben, vous avez un trait jaune qui matérialise l'artère de la prostate à droite, un trait bleu qui matérialise l'artère prostatique à gauche. Et c'est ça qu'on fait en routine. Et donc, on va donc mettre notre petit cathéter, donc un petit tuyau d'un millimètre de diamètre dans l'artère prostatique. On va injecter. Et là, ici, vous voyez, chez un patient qui a une très grosse prostate sur les deux faces. Donc ça, c'est le lobe droit de la prostate. On contrôle en imagerie 3D qu'on est bien dans la glande prostatique et qu'on n'a pas de risque de ce qu'on appelle une embolisation non cible, où on va envoyer des matériels où on ne veut pas. Et puis quand on contrôle en IRM, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit des trous dans la prostate. Vous voyez, ça c'est la glande prostatique normale. Au milieu, vous avez une vide de signal. Donc ça veut dire qu'il y a une nécrose d'une petite partie de la prostate. Aujourd'hui, les indications, c'est des patients qui ne veulent pas se faire opérer, des patients qui ne peuvent pas se faire opérer, et des patients qui ont une prostate de plus de 50 millilitres. Donc, ce que vous devez retenir, c'est le chiffre de 50 millilitres. Quand la prostate est plus petite, c'est pas interdit de le faire, c'est plus compliqué. Donc, pourquoi les patients ne veulent pas se faire opérer? Ben, parce qu'ils craignent l'éjaculation rétrograde. Vous savez que la chirurgie va donner une éjaculation rétrograde pratiquement chez tous les patients, que les patients ne veulent pas d'arrêt de travail, ne veulent pas être hospitalisés, etc. Et puis après, il y a des patients que les chirurgiens, les urologues ne veulent pas opérer parce qu'il y a un problème d'âge, de comorbidité, qui prennent des anticoagulants, etc. Donc, au quotidien, qu'est-ce qui se passe? Ben, vous savez bien, hein, les patients, ils vont prendre des plantes, ils vont prendre des médicaments dans les pharmacies, ils vont voir un urologue ou pas. Ils ont souvent pris peur avec l'urologue parce que l'urologue leur a dit qu'il fallait les opérer tout de suite, etc. Et puis, ils ne veulent pas de chirurgie. Donc, à ce moment-là, on peut considérer que ce patient-là peut être un candidat. Et donc, nous, on le verra en consultation de radiologie interventionnelle. Un des membres de l'équipe que vous avez vu tout à l'heure le recevra et lui expliquera qu'est-ce qu'on peut lui faire. Nous, on les voit donc avec une échographie, une mesure du résidu post-mictionnel, vérifier que la vessie se vide bien, une IRM pour voir l'anatomie de la prostate et un dosage de PSA pour être certain qu'on ne va pas emboliser un patient qui a un cancer. Ensuite, on les revoit avec de l'imagerie, peu importe. Donc ça, c'est une diapo juste pour vous montrer ce que donne la chirurgie, donc RTUP, donc la résection transurétrale, la chirurgie classique, ce que les patients appellent le rabotage. Donc ça donne une éjaculation rétrograde très très fréquemment, normale, parce qu'on abîme le sphincter. Une éjaculation rétrograde, c'est quelque chose que les gens en général ne veulent pas. Donc rapidement, ça c'est un essai qu'on a mené en multicentrique en France, où on a regardé si l'embolisation était plus ou moins efficace par rapport au traitement médical. Donc, je vais vous passer vite les conditions de cet essai qui a été publié dans le Lancet. On a pris 90 patients. Et le résultat important, c'est que vous voyez ici que l'IPSS, donc le dosage, enfin l'évaluation quantitative de symptômes subjectifs, hein, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la référence, eh bien le score baissait de 10 points dans l'embolisation et de 5,7 points dans le traitement combiné. Donc ça veut dire qu'on est plus efficace que le traitement médical. Ça, c'est important pour vous de retenir ça, parce que ça veut dire que ces patients, quand ils ont un traitement médical qui ne fonctionne pas, on peut les envoyer pour une embolisation. Ce n'est pas la peine de leur donner un traitement combiné.
Ça, c'est plus de chiffres sur les mêmes résultats. Je vais passer. Ça, c'est l'évolution du score de l'IPSS dans le groupe embolisation en rouge, dans le groupe traitement médical en bleu. Ça, c'est l'évaluation du score de sexualité. Donc ça, c'est important. On discute de sexualité avec les patients et on leur dit que l'embolisation ne va pas dégrader leur sexualité, pardon, mais que parfois, elle va l'améliorer. Donc, on leur promet pas la lune, mais il faut quand même savoir que ça fait partie de la discussion. Donc, deuxième situation clinique, c'est les patients qui sont sondés. Donc, quand vous avez un patient qui est sondé, vous savez que la technique d'habitude, la technique de référence, ça s'appelle TWOC en anglais. Ça veut dire Try Without a Catheter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le patient? Ben, vous le voyez à la consultation, il est bloqué, vous l'envoyez aux urgences, il est sondé, on lui donne des alpha bloquants et on le convoque à 2 3 jours pour lui enlever la sonde. Et on espère qu'il va repisser. Souvent, il repisse, mais il y en a quand même un tiers qui ne repisse pas. Et quand il ne repisse pas, eh ben, on va remettre une sonde. Et nous, à ce moment-là, on peut aider les choses en embolisant la prostate quand la rétention est liée à une hyperplasie prostatique, un adénome. On va emboliser la prostate et on va augmenter ce taux de succès. Donc ça, c'était notre expérience, vous voyez, sur 73 patients, pardon, 99 patients qu'on avait embolisés pour des rétentions aiguës d'urine, avec un bon succès. Donc, comment est-ce que les patients arrivent chez nous? Ils sont envoyés par les urologues, parfois ils sont envoyés par les radiologues, ils sont envoyés très souvent par les médecins traitants et encore plus souvent, 80%, par le bouche à oreille ou l'Internet. Donc ça, j'imagine que c'est quelque chose que vous voyez, vous, au quotidien, des patients qui viennent avec déjà une idée un peu précise, parfois fausse malheureusement, de ce qu'on peut leur proposer. En tout cas, pour nous, c'est bénéfique parce que ils sont au courant que ça existe. Et si je vous présente tout ça ce soir, c'est pour que tous les médecins qui voient ces patients-là sachent que ça existe et sachent quelles sont les indications pour que éventuellement nous, on puisse les aider, ces patients-là. Donc, je vous ai dit que c'était en procédure ambulatoire, sous anesthésie locale, surveillance 3 heures, et les gens peuvent retourner au travail le lendemain. Donc, voilà un exemple de ce que ça donne sur une IRM de suivi. Vous voyez que le lobe médian, ici, cette partie de la prostate a bien réduit. Et avec ça, on est capable de soutenir et de soulager les patients. Intéressant, on ne va pas s'étendre là-dessus. L'embolisation est efficace, présente un bon rapport coût-efficacité, parce que même si ça peut paraître quelque chose de très spécialisé, et c'est le cas parce que c'est très technique, le coût est quand même compétitif par rapport au traitement médical et par rapport aux traitements chirurgicaux en général. Donc, on ne va pas détailler ça parce que ce sera trop long. Donc, en pratique, les patients qui ont BPH, donc bénigne prostatique hyperplasie, donc un adénome de la prostate, on ne parle pas de cancer, hein, je souligne bien que nous ne traitons pas le cancer de la prostate, on traite uniquement les hyperplasies bénignes. Avec une prostate de plus de 50 ml, on a des bons résultats. C'est disponible dans pas mal de centres. Beaucoup d'hommes préfèrent une approche peu invasive qui permet de maintenir la vie sexuelle. Et donc, on est très content de l'évolution parce que maintenant, il y a quand même une augmentation importante de ces patients qui viennent nous voir. Euh, on parle des hémorroïdes. Alors, vous allez dire, je sais parce qu'on me le dit souvent, mais alors vous embolisez tout? Bah oui, on embolise beaucoup de choses aujourd'hui. Et c'est peut-être pas fini, il y aura encore d'autres sujets dans l'avenir. Donc les hémorroïdes, que vous voyez au quotidien. Donc je vous rappelle que là, on ne va parler que, première notion majeure qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'on ne va parler que des hémorroïdes internes et que des hémorroïdes hémorragiques. Donc les hémorroïdes, vous savez ce que c'est, hein, donc les tissus hémorroïdaires qui sont développés, qui vont potentiellement prolaber à travers la ligne pétnilée et qui vont gêner le patient par le prolapsus et aussi par les saignements parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires irritatifs associés. Donc vous avez compris que l'embolisation, c'est fermer une artère. Alors vous allez me dire, en général, les gens pensent que la pathologie hémorroïdaire, c'est une pathologie veineuse. Non, c'est une pathologie artérielle. Donc nous, on est capable de fermer les artères quand elles sont blessées, rompues par un traumatisme, une inflammation. Donc les accidents de la voie publique, ils viennent chez nous, on leur bouche les artères qui ont été rompues par un trauma pelvien, par exemple. On peut emboliser des tumeurs, bénignes ou malignes. On a parlé de la prostate, on a parlé des fibromes rapidement. Euh, donc, en 2006, il y a un chirurgien allemand
qui a démontré que les hémorroïdes sont de nature artérielle vasculaire. Donc, il a regardé le débit, il a regardé la taille des artères. Et donc, ces artères qui viennent de l'artère mésentérique inférieure, qu'on appelle les rectales supérieures, c'est elles qui se développent et qui entraînent les saignements. Donc, ces artères-là, elles cheminent dans la muqueuse, elles vont aller vasculariser l'hémorroïde et ça va saigner. Un exemple d'artérographie directement, donc là, c'est un schéma de l'artère mésentérique inférieure, pardon, avec les branches hémorroïdaires. Ça, c'est une artérographie. Donc, vous voyez, ça, c'est une hémorroïde, ça, c'est une autre hémorroïde. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans ces artères-là, par voie fémorale percutanée, et on va, donc ça, c'est une autre image, au lieu de faire une suture artérielle, comme le chirurgien pourrait faire, ben, on va aller avec notre petit tuyau, et au lieu d'aller clipper l'artère avec un petit fil, on va boucher l'artère par l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans pour la boucher? Un petit ressort en métal, un petit coil, comme vous voyez ici, qui va boucher l'artère. Donc, la technique, vous voyez, c'est une diapo qui est ancienne, elle n'a pas beaucoup changé. On va passer par voie fémorale, on va mettre notre cathéter dans l'artère mésentérique inférieure, on va naviguer dans les artères rectales et on va boucher toutes les artères. Petit col, petit col, petit col, petit col. Vous voyez un petit peu scolié là. Donc on a bouché toutes les artères, ça diminue la pression dans l'hémorroïde et ça arrête les saignements. Euh, donc, ça, c'est des données d'imagerie un petit peu plus spectaculaires, on va dire, pour vous dire qu'il y a des variations anatomiques, hein, on s'en serait douté. Il y a des branches ici artérielles multiples qui vont aux hémorroïdes ici. Ça, c'est une imagerie 3D en scanner péropératoire, donc on appelle le cone beam CT. Et ici, on va voir donc toutes ces anatomies détaillées. Et puis, on a parfois des branchements d'une artère sur l'autre, comme ici la rectale moyenne qui vient de l'artère iliaque interne. Enfin, peu importe, ça, c'est de la cuisine anatomique. Simplement, vous avez bien compris qu'il peut y avoir des variations anatomiques. Donc là, ben, on va aller dans ces artères et puis on va aller mettre les coils et ça fait à la fin ces espèces de petits smarties dans les artères. Et au bout d'une heure, le patient, il a ses artères bouchées, il peut repartir. Pas de sonde urinaire, pas de convalescence, pas de douleur, pas d'hospitalisation. Donc un exemple, un patient de 35 ans, ça c'était les patients qu'on faisait beaucoup au début, des patients que les chirurgiens ne voulaient pas opérer. Donc il a une pathologie inflammatoire chronique, il a des hémorroïdes internes qui sont invalidantes, il a un score de saignement à 7 sur 9, donc ça c'est un score qu'on a mis au point avec les proctologues de l'hôpital Saint-Joseph avec lesquels on travaille. Et donc il est très gêné, il saigne beaucoup. On fait son artériographie, on va aller dans les artères, les unes après les autres, on va les boucher, et le patient, après, ça c'est la fin, le patient, il a une amélioration de ses symptômes. Alors, quelques résultats rapidement de la littérature et de notre expérience. Donc ça, c'est une échelle de saignement qu'on a mis au point, comme je vous disais, avec l'équipe de Saint-Joseph, parce qu'il n'y en avait pas avant, aussi bizarre que ça puisse paraître. Donc de 1 à 9. Donc, est-ce que c'est fréquent les saignements? Est-ce que c'est un saignement quand je m'essuie ou est-ce que c'est dans la cuvette des WC? Est-ce que ça entraîne de l'anémie? Et est-ce que ça entraîne un inconfort? Un peu, beaucoup, et pas moyennement ou beaucoup. Donc on avait participé à une méta-analyse, comme vous pouvez voir ici, où on avait repris les résultats de la littérature. Donc je ne vais pas vous embêter avec beaucoup de chiffres, juste vous montrer ce schéma qui vous rappellera je pense, qui vous frappera l'esprit. Ça, c'est le score de saignement avant et après. Donc, vous voyez que, pardon, en moyenne, excusez-moi, il y a une amélioration du score de saignement. Donc, j'ai un peu fait rapidement sur les hémorroïdes. On peut bien sûr discuter comme vous voulez. Donc, en conclusion, c'est une technique qui est sans danger, qui est efficace. Alors, comme dans toutes les techniques que j'ai décrites, hein, il n'y a aucune technique en médecine et en radiologie interventionnelle, c'est vrai aussi, qui marche chez tous les malades. Il y a toujours des bons candidats et des mauvais candidats, et des fois on les connaît à l'avance, donc on évite de les opérer, des fois on les connaît pas, et donc on est un peu coincé. Donc c'est une technique qui est sans danger, efficace, ambulatoire, et qui n'empêche pas de faire de la chirurgie derrière. Voilà pour moi. Donc si vous voulez maintenant, on peut peut-être répondre à des questions si vous en avez.